Bonsoir à tous et à toutes. Alors, nous allons commencer la remise de diplôme de la promotion Joyce McDougall avec nos anciens étudiants que nous sommes très heureux d'accueillir dans les murs de l'Institut catholique de Paris, dont nous sommes école associée, et dans ce très bel amphithéâtre Bernanos. Alors, un petit mot pour commencer. Chers diplômés, chères familles, chers proches, nous nous réunissons pour célébrer un moment unique, celui de la remise de votre diplôme de psychologue. Aujourd'hui, ce chapitre se clôt. De nouvelles aventures vous attendent maintenant, suscitant un peu d'inquiétude, mais aussi d'excitation et de curiosité. Mais avant d'entrer dans cette nouvelle tranche de vie, rappelons le travail et les défis que vous avez surmontés, comme les cours de statistique, de cognitive, de méthode de recherche, le mémoire, les confinements et cours à distance, ou encore le week-end d'intégration. Plus sérieusement, le parchemin que vous allez recevoir symbolise un travail de longue haleine, parsemé de défis et d'apprentissage, en particulier d'apprentissage sur vous-même. Votre diplôme représente bien plus qu'un document qui vous donne des droits d'entrée dans la profession. Il témoigne de vos connaissances, de vos compétences, mais aussi du temps passé avec vos camarades à contribuer à la vie de l'école et peut-être au début d'amitié pour la vie qui vous soutiendront notamment dans votre parcours professionnel. Dans cette école, vous avez partagé des joies et des peines, des doutes et des réussites avec vos camarades et avec nous. Ces liens forgés dans les salles de classe, la bibliothèque et même lors de moments de détente sont sans doute aussi importants que les connaissances que vous avez acquises. Ce diplôme symbolise donc à la fois une réussite académique et personnelle, à laquelle les équipes de l'EPP sont très émues d'assister. Ce diplôme marque aussi le début d'une mission significative, celle qui consiste à apaiser la souffrance humaine, à proposer un nouvel éclairage sur les situations de vie, sur l'entreprise, les relations humaines, avec empathie et compréhension. Vous continuerez à apprendre, et nous le souhaitons, dans une certaine humilité face aux situations rencontrées. Faites honneur à la profession, à cette école qui constitue une exception nationale à l'accès au titre de psychologue, et contribuez à votre échelle à une humanité plus apaisée. La réussite de ce jour est aussi celle de vos proches, vos familles et amis qui vous ont soutenu moralement, financièrement, qui ont encouragé vos rêves et contribué à les rendre possibles. Nous serons toujours heureux d'avoir de vos nouvelles et d'entendre parler de vos réalisations. Toutes nos félicitations et bonne chance pour vos projets futurs. J'invite le recteur de l'Institut catholique de Paris, M. Emmanuel Petit. Ce sera juste un petit mot, chers amis, chers étudiants, chers parents, chers enseignants aussi de Psychoprate, pour vous féliciter, à vous qui recevez votre diplôme aujourd'hui. Vous le recevez dans cet auditorium Georges Bernanos, au sein de l'Institut catholique de Paris. C'est ici même que l'école de psychologues praticiens est née, après la guerre, comme une école, ce qui a été évoqué, un peu nouvelle et un peu originale. Et très certainement pour de jeunes psychologues praticiens, et je crois qu'il est important de savoir un peu quelle est son histoire. Dans la psychologie, c'est un élément qui est important. Il n'y a pas que des statistiques, heureusement, mais
aussi connaître l'histoire et voilà, l'histoire de l'institution, l'histoire des hommes. Et c'est ici donc qu'est née l'école. Il y a encore aujourd'hui des liens importants entre l'Institut catholique de Paris et l'école de psychologues praticiens. En tout cas, merci et bravo pour le parcours qui est le vôtre. Merci aussi de manière toute particulière parce qu'il y a quelques étudiants, toujours de l'école de psychologues praticiens, qui viennent à l'Institut catholique de Paris pour la cellule d'écoute psychologique et qui viennent se mettre au service des étudiants de la maison. Alors, comme recteur, je suis tout évidemment très, très touché de la chose, de votre dévouement, parce qu'il est très réel. Et en tout cas, merci beaucoup à ceux qui se sont dévoués pour ce service important. Et qui a été déjà un peu une manière pour vous d'éprouver vos compétences. Et sachez que c'est vraiment très apprécié et que l'on peut mesurer la qualité de la formation que vous recevez. Donc merci pour cela et puis bravo pour le parcours qui est le vôtre. En tout cas, soyez de bons psychologues praticiens. L'école, comme je le disais, est née au sein de l'Institut catholique de Paris, avec certainement cette idée, à travers la fondation de l'école, de se mettre au service des autres. Et évidemment, quand on a cette fibre ou cette vocation de psychologue, et tout particulièrement de psychologue praticien, il y a vraiment ce désir d'essayer d'aider ceux qui en ont besoin, tout particulièrement ceux qui sont dans des difficultés ou des souffrances, en tout cas ceux qui ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés, d'être éclairés sur leur chemin. Et il y a cette fibre humaine qui, je crois, est très importante. En tout cas, donc, bravo à tous pour votre parcours et bon début dans votre vie professionnelle. Merci, Monsieur le Recteur, de nous avoir rappelé l'ancrage de la psychologie dans les sciences humaines, puisque, bien sûr, nos jeunes diplômés seront appelés à intervenir auprès des hommes et des femmes. Et le rappel au cours de statistiques et des sciences, etc., renvoie au virage de la psychologie des 30 dernières années sur des dimensions un peu plus scientifiques. Mais c'était aussi un petit clin d'œil pour nos anciens étudiants, pour des moments qui n'ont pas toujours été faciles, je crois. Voilà. Maintenant, on invite le président du conseil d'administration de l'école de psychologues praticiens, Monsieur Alain Blanchet. Chers collègues, mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, la remise des diplômes de la promotion Joyce McDougall nous amène naturellement à évoquer le parcours d'une psychologue psychanalyste hors norme, stimulante pour la discipline, dont le chemin a croisé les éminents premiers successeurs de Freud en Angleterre et en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Ses contacts, formations, collaborations à Londres avec Anna Freud, les mécanismes de défense, vous connaissez ça, Mélanie Klein, la psychanalyse des enfants, Wilfred Bion, la dynamique des groupes, Donald Winnicott, l'espace transitionnel, puis à Paris avec Marie Bonaparte qui a sauvé Freud des griffes du nazisme, Sacha Nart, psychanalyste et psychose, Jacques Lacan, structure linguistique de l'inconscient, et Serge Lebovici, relations transactionnelles bébé-parent. Voilà, il était dans un monde et entouré de personnes, de personnalités très, très importantes. Joyce McDougall est une psychanalyste libre. Elle était tout autant attachée à son premier inspirateur, Winnicott, qu'elle était intéressée par les séminaires avant-gardistes de Lacan, qu'elle suivait avec intérêt, tout en restant fidèle à la conservatrice Société de Paris, la première société de psychanalyse en France. Cette curiosité et ouverture d'esprit l'a amenée à dénoncer la normopathie de certains psychanalystes dans un article en 1978 intitulé « Plaidoyer pour une certaine anormalité ». Dans ce texte, elle critique le ronronnement théorique et le conformisme de ses confrères dans l'approche de la sexualité et de la créativité, exprimant ainsi la nécessité de l'abstention de tout jugement a priori, c'est une règle pour nous tous, au nom d'une morale désuète et dépassée dans la clinique psychanalytique. Mais son œuvre majeure est réunie dans un livre publié chez Gallimard, et il a pour titre « Le théâtre du je ».
L'auteur marque ainsi sa conception personnalisée de la pratique et du corpus conceptuel de la psychanalyse, en évoquant ce qu'elle nomme également le théâtre interne. Que signifie ce nom donné à ce qui est plus couramment nommé par la psychanalyse appareil psychique? Il traduit clairement l'influence de Winnicott, pour lequel il existe un troisième espace entre le monde subjectif interne et le monde objectif externe, que l'on appelle l'espace potentiel. Merci. Typiquement, le jeu chez l'enfant, comme chez l'adulte, consiste à mettre en scène un espace potentiel. Dans un jeu, un enfant peut prendre une pierre, la poser sur un carton et dire « c'est le chat qui est sur la table ». Il forme un symbole, un langage, une pensée, comme l'a montré fort bien Jean Piaget. La psychanalyse anglo-saxonne met l'accent sur ce lieu imaginaire, fantasmatique et ludique, qui donne des accès précieux à la subjectivité du patient, mais également à celle du thérapeute. Et ceci vaut pour toutes les psychothérapies. Elles ont au moins un principe commun, elles sont des lieux de représentation au sens théâtral du terme. Le principe de tous ces soins psychologiques par la parole consiste à rejouer le verbe, le corps, les émotions, la raison, etc., des actions passées, et ainsi permettre que la trace pensée de ces actions passées, actuelles, soit la base d'une créativité par le jeu, car, comme disait Winnicott, c'est en étant créatif que la personne découvre le soi. Joyce McDougall met l'accent sur l'aspect dialogique du jeu. Patient et thérapeute jouent la même scène à la reconstruction du monde interne et de ses pièces psychiques, condensées et effacées de la conscience du patient. Le travail de l'un et de l'autre procède de ce qu'on appelle une élaboration, dont l'association et l'échange dialogique constituent ce que Freud cherchait à qualifier par le terme de Durcharbeiten, que Laplanche et Pontalis ont traduit par perlaboration et que nous préférons nommer coélaboration. S'agissant de la part de l'analyste dans cette coélaboration, Joyce McDougall ne parle pas d'écoute flottante, mais de théorisation flottante, ou encore de théorisation clinique. Ce travail amène le thérapeute à percevoir les éléments psychiques, pensées, fantasmes, affects, sensations corporelles qui habitent l'esprit et le corps du patient, et aussi à percevoir ce que lui, thérapeute, représente pour son patient. Un père, une mère, des idéaux, des incarnations, des obstacles de la vie. Et elle dit ceci: l'analyste installe en lui les fantasmes, métaphores et les mondes intérieurs du patient. Vous voyez, elle est intelligente. Son rôle sur cette scène thérapeutique revient à rendre dissible sa vision du patient sous forme d'insight. Ces énoncés constituent à rendre à l'autre ses propres représentations, à l'autre, c'est-à-dire le patient, ses propres représentations sous une forme inattendue, avec un autre sens, et souvent avec un effet de surprise qui est positif. Si ces interventions qui viennent par à-coups sont énoncées au bon moment avec pertinence, la coélaboration clinique portera ses fruits. En effet, le soi initial du patient, clivé, contradictoire ou marqué socialement, reste obscur et préoccupant pour le moi souffrant. En un sens, Joyce McDougall laisse penser que les effets du travail psychothérapeutique, je ne dis pas psychanalytique parce que je pense que c'est beaucoup plus large que ça, reviennent à constituer un rapport à soi différent et participer à la construction d'un soi renouvelé. Le moi et le soi constituent donc des instances psychologiques essentielles dans la psychanalyse que pratique Joyce McDougall. Qu'est-ce que cela signifie? Le moi n'est pas le soi. Le soi est l'objet d'une visée et non le sujet de la visée, qui est le moi. Dans ses confessions, saint Augustin, qui s'adresse à Dieu, écrit « Mais maintenant, puisque tu allèges celui que tu remplis, n'étant pas rempli de toi, je suis un poids pour moi. » Jean-Luc Marion, qui est professeur ici, évoque la souffrance du moi causée par un soi perturbé dans son commentaire de ce passage des Confessions, que vous avez tous lu, j'imagine. « Oneri mi sum » je suis un poids pour moi-même. Ce qui évoque un poids d'une instance sur l'autre, le poids du moi sur le soi, bref, une discordance intérieure. Voilà de quoi souffrent la plupart des patients qui vont en psychiatrie, en psychopathologie et qui sont soignés par les psychologues cliniciens que vous serez.
La forme prière rappelle ici l'esprit des thérapies actuelles. Alléger le poids de ce qu'on croit être, du soi, sur ce que l'on souhaiterait être, le moi, par co-élaboration thérapeute-patient. C'est donc à cette expérience d'un soi authentique que procède le soin de la parole, et par la parole. Disons que le patient défait l'image trompeuse, fausse et pathogène qu'il a de lui-même pour retrouver une certaine authenticité. Pour reprendre le terme de Larmor, qui est plutôt un spécialiste littéraire, l'authenticité, selon Larmor, pourrait être définie comme le fait de faire qu'un avec nous-mêmes, au lieu de nous diviser et de nous regarder du point de vue de l'autre. Il ne s'agit pas de retrouver un quelconque moi profond, mais de ressentir l'expression privilégiée de soi dans des moments authentiques. Dans un de ses derniers textes, Freud s'interroge sur le statut de ce matériel qui est élaboré dans cet espace clinique. S'agit-il de réalités vécues ou pensées, comme le sont les souvenirs retrouvés et dévoilés, ou d'une composition nouvelle, comme le serait un mythe individuel, dont le caractère essentiel n'a rien à voir avec la réalité effective, historique et attestée. Autrement dit, est-ce que c'est parce qu'on retrouve des souvenirs qui sont ensevelis qu'on se porte mieux, ou est-ce que c'est parce qu'on construit une autre vision de soi-même qui éventuellement n'a rien à voir avec ses souvenirs, ou qui peut avoir avec ses souvenirs, mais ses souvenirs ne sont pas attestés et attestables. Il semble bien qu'à cette époque, parmi ses derniers écrits, le fondateur de la psychanalyse penche pour l'hypothèse d'une élaboration par le patient d'une sorte de fiction subjective qui soulage et guérit des maux de l'âme. Pour Joyce McDougall, la fin de la thérapie est une résolution des problèmes et des questions qu'il avait rendues nécessaires, ce qu'elle appelle extase. C'est amusant ça. L'extase est un soulagement qui traduit la flexibilité, la fluidité et l'ajustement des pensées au monde du patient. L'auteur parle du symptôme psychique comme étant, je cite, du provisoire qui dure, qui est en quelque sorte clos sur lui-même. Le patient souffre d'enfermement en soi. Ce blocage, sans écoulement possible, accentue une pression qui provoque la douleur, comme le ferait une stagnation du sang ou une stase sanguine due à une insuffisance veineuse. C'est de Joyce McDougall. La guérison est donc une extase, comme l'est, dit-elle, toute action créative qui libère, qui soulage, comme peut l'être d'ailleurs une discussion, l'intervention d'un écologue, l'écriture d'articles, ou même de quelqu'un qui fait un discours. L'attitude empirique active du thérapeute se doit de faire fi d'une adhésion passive à une doctrine conceptuelle et spéculative. Par contre, elle doit être poursuivie, nécessaire, d'un travail de réflexion après coup. Ce travail post-séance, dit-elle, vise à mettre de l'ordre dans les mouvements incoatifs. Vous connaissez ce mot, incoatif ? Ça veut dire qui annonce un commencement, qui annonce une métamorphose et qui, je cite, caractérise la nature mystérieuse du processus créatif. Il participe à la mise en cohérence des signes et indices qui émergent dans la séance concrète et joue un rôle d'organisateur éventuel dans la construction qui s'élabore dans le temps clinique. Le patient, accompagné, construit son exosquelette psychologique, son espace de protection et de sécurité qui garantit l'innocuité de ses actes et de ses pensées. Pourquoi ici cette métaphore de l'exosquelette ? Ça paraît bizarre. Eh bien parce que cette notion de sécurité psychique est étudiée par un philosophe célèbre, pour ceux qui le connaissent, qui s'appelle Daniel Dennett. Il évoque les fonctions d'autoprotection, d'autocontrôle et d'autodéfinition qui régissent le monde vivant. L'organisation du Bernard l'ermite, comme de la fourmi, ne requiert aucune représentation de soi. Parce que la coquille protectrice pour l'un et l'accomplissement du projet communautaire pour l'autre assurent la totalité de ces fonctions. Mais Dennett note que les humains ne disposent pas de telles organisations qui font de chaque membre un petit agent d'un groupe. L'environnement humain, outre la nourriture, l'abri, les congénères, contient essentiellement des mots. C'est pourquoi ces fonctions de protection, de contrôle et de définition sont accomplies au moyen du langage, ce que vous allez manier toute votre vie. Le langage, dit-il, tisse les toiles signifiantes à partir de ce que nous concoctons et contrôlons dans les histoires que nous racontons aux autres et à nous-mêmes. Mais comme nous ne pouvons pas envisager délibérément quelle narration faire et comment les faire,
nous subissons en quelque sorte ces tissages innombrables que nous élaborons. Ce qui fait dire à Dennett, nos récits sont tissés, mais pour la plus grande part, nous ne les tissons pas, ils nous tissent. Notre conscience humaine et notre ipséité narrative, c'est notre soi, en sont le produit, non la source. Si ces chaînes de narrativité apparaissent comme venant d'une seule source, c'est qu'elles contribuent par leur effet sur les destinataires à poser un centre de gravité narratif, qu'il appelle le soi. Et le risque de l'essentialisation des instances psychologiques est réel, c'est-à-dire de dire c'est une chose, le moi est une chose, le soi est une chose, l'inconscient est une chose, c'est une substance. Ça n'est pas une substance, ce sont des fictions et un centre de gravité. Et au fond, personne, dit Dennett, ne possède réellement en son sein un agent de type âme. Nous trouvons seulement commode d'imaginer l'existence de ce moi intérieur conscient quand nous tentons de rendre compte de ces fictions. Joyce McDougall, comme plus tard Dennett, nous rappelle que les concepts analytiques ne représentent pas des objets du monde. Ils n'ont ni forme, ni couleur, ni masse, de même que le centre de gravité d'un objet quelconque. Conclusion, la notion même de réalité psychique, par exemple, est un oxymore, c'est-à-dire autrement dit qu'elle se contredit elle-même, réalité et psychique. Joyce McDougall donc fait ceci, et pour terminer, conformément aux apports de ces deux auteurs, nous dirons que la clinique psychanalytique est une pratique de subjectivité et de la subjectivité co-élaborative sur la scène du théâtre du jeu. Je vous remercie et je vous souhaite à nos étudiantes et étudiants un avenir radieux. Et merci beaucoup. Après ce brillant exposé, vous avez donc 3 heures pour expliquer la notion du moi et du soi chez Joyce McDougall. Bon, si vous n'avez pas tout compris, je pense que c'est un peu normal parce qu'on a eu droit à un exposé très fouillé sur lequel je pense qu'on aurait tous besoin d'avoir quelques cours pour pouvoir approfondir le sujet. Mais vous pensiez vous être un peu affranchi, autonomisé des liens familiaux, être devenu de jeunes adultes bien construits. Et non, vous avez encore une mère qui s'appelle Joyce McDougall. J'appelle maintenant le directeur de l'école de psychologues praticiens, le professeur Christian Hellon. Merci du fond du cœur. Monsieur le recteur et cher Emmanuel, Monsieur le président et cher Alain, mesdames et messieurs les collègues, alors je vais essayer de n'oublier personne. D'abord Odile et Estelle qui ont pré-organisé ce magnifique événement, cette belle cérémonie. Ensuite, on peut les féliciter. Merci. Quelques artisans en coulisses de l'école de psychologues praticiens à Paris, le contrôleur de gestion, le directeur des systèmes informatiques, la directrice des ressources humaines, le responsable de campus Marco, Julie, référente des stages, chers collègues assistantes Sandra et Lina, le directeur de la recherche, on les applaudit tous. Merci pour eux. Les enseignants aussi, que je ne vois pas en contre-jour, mais il y en a de disséminés dans ce bel amphithéâtre. Chères familles, parents, amis, frères, sœurs, compagnons, conjoints, fiancés, il y a même des fiancés parmi nous, etc. Et puis vous, voilà, chers et chers diplômés, chères étudiantes, chers étudiants de la promotion, Joyce McDougall, c'est ça, vous avez suivi. Bravo à vous. Chers et chers collègues, puisque nous sommes désormais consoeurs et confrères et compagnons en psychologie, voici donc venu le moment tant attendu pour lequel vous avez travaillé d'arrache-pied pendant 5 longues années, parfois plus. C'est-à-dire un 5e de votre vie,
en un âge de la vie qui, de plus, compte double, car il est, selon le psychologue Karl Mannheim, l'âge de la cristallisation générationnelle. Voilà donc une page qui se tourne, comme on dit, et pas n'importe laquelle. Celle de l'entrée dans une profession, à la transmission de laquelle j'ai l'honneur, mais aussi la responsabilité d'œuvrer après y avoir consacré ma vie. En cet instant, nous vivons un moment de passage. Passage d'âge en âge pour vous, passage de témoin pour moi. Tout passage est début et fin. Fin de quelque chose, début d'autre chose. Comme l'a expliqué Arnold van Gennep, vous réintégrez maintenant le monde sous un nouveau statut. Si nous nous trouvions dans un séminaire de recherche consacré aux transitions de vie, je vous rappellerai alors que transire veut dire mourir en latin. La naissance et la mort se font toujours écho, et il faut bien mourir là pour renaître ailleurs. C'est l'un des principes de toute thérapie. Mourir là pour renaître ailleurs. La transformation de vous-même qui s'ouvre depuis l'obtention de votre diplôme fut également au cœur de votre apprentissage de 5 années, car les études de psychologie ne laissent pas indemne. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas indemne. Ça se voit. À cette transformation de soi qui mobilise ce que Paul Ricoeur a nommé ipséité, s'ajoutent alors les ingrédients de toute transition de vie. La transmission dont vous héritez, certes, mais aussi la transgression que vous oserez, afin de devenir les psychologues de demain et de fabriquer la psychologie d'après-demain, dont le monde a tant besoin. Joyce McDougall, d'ailleurs, avec son concept déjà évoqué de normopathie, se révéla éminemment transgressive à l'égard des représentations de la sexualité en vogue chez les psychologues et psychanalystes de son époque. On ne crée en effet qu'aux marges et jamais dans les sillages. C'est ce que je vous souhaite. Votre transformation, non seulement de vous-même, mais aussi de vos héritages, de vos origines, supposera également des transactions identitaires, dont les premières sont en cours avec votre entrée dans une pratique professionnelle que je vous souhaite autant passionnante que fructueuse. Encore faudra-t-il que ces transactions puissent être orientées en fonction de ce que l'on nomme transcendance, car l'immanence ne suffit pas aux générations montantes dont vous faites partie. L'absurdité ambiante génère la quête de sens. L'éco-lucidité qui est la vôtre appelle au sursaut de conscience et d'action. L'intelligence artificielle transforme déjà le métier de psychologue. Et ce que vous avez hérité des travaux pionniers de Joyce McDougall, notamment ceux avec Robert Stoller, vous fait transformer l'amour et le couple. Transition et transformation, je récapitule. Transmission et transgression. Transaction et transcendance, voilà ce qui se joue ce soir à l'arrière-plan de la mise en scène symbolique de cette cérémonie de remise de votre diplôme. On parlait de théâtre tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai mentionné les artisans de ce théâtre en coulisses. Je suis presque tenté de vous expliquer ce que j'aimerais que devienne l'école de psychologues praticiens dans 5 ans, afin de vous donner envie de rester encore autant de temps avec nous. Mais ça risque de vous paraître un peu long. Vous reviendrez donc, du moins je l'espère, à toutes les occasions que nous vous proposerons. Formation, supervision, certification, colloques. Car l'idée est de rester une école pionnière en psychologie, précurseur dans la profession de psychologue. Ce fut d'ailleurs, sinon pionnier, du moins précurseur, que de vous placer voici 5 ans et demi sous le marrainage de Joyce McDougall.
Elle était presque oubliée voici 5 ans. Et voilà qu'elle vient de faire l'objet d'un ouvrage collectif dirigé par Catherine Bergeret-Amselec, avec laquelle j'ai œuvré sur divers âges de la vie. Catherine Bergeret-Amselec écrit « Plus ouvertement qu'hier, le champ clinique des identités sexuelles dégenrées, des hauts potentiels, des néosexualités, des addictions multiples ou du surgissement de psychosomatoses déconcerte l'analyste. Qu'advient-il des notions de subjectivité et d'intimité depuis la révolution numérique? À quelles conditions l'invention d'une clinique analytique du XXIe siècle resterait-elle encore freudienne? Une psychanalyste a anticipé, exploré et incarné ce questionnement novateur, Joyce McDougall. C'était ma manière de vous inviter à inventer à partir de ce diplôme qui, comme vous, vient de se transformer. Il était un but, il vient de devenir un point de départ. Toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Donc, vous pensiez pouvoir transiter loin de nous? Eh bien, le professeur Hellon vous invite à revenir. Et la présidente des alumni vous invite à prolonger l'expérience EPP. Je lui laisse donc la parole, Madame Irène Ducroiset. Je vais être très pragmatique après ces beaux discours bien élevés. D'abord, bonjour, mesdames, messieurs, et bonjour, chers étudiants. J'ai l'honneur de, en effet, représenter l'association EPP Alumni depuis bientôt 4 ans. Alors, tout à l'heure, monsieur Hellon parlait de nouveaux départs, de petites morts de nouveaux départs, etc. Bref, ce que je vous propose, c'est de garder, en effet, un lien en fait avec ce que vous avez appris et votre futur. Et une des manières de garder ce lien, c'est aussi de participer à notre association. L'association de PP Alumni, ça fait à peu près donc 4 ans qu'on dit que c'est 4800 étudiants. Depuis 4 ans, elle a dû grandir, donc on va dire que c'est 5000. On a toujours un peu du mal à compter. Et c'est en fait une association qui vous permet de continuer à être en relation avec les étudiants qui en sont sortis et aussi l'école. Que proposons-nous? Nous proposons une newsletter mensuelle qui est vite dite, mais qui est beaucoup de travail avec des informations. Nous proposons des masterclass, des intervisions, etc. Et nous proposons aussi de nous rencontrer, que ce soit dans des after-work, voire dans des colloques, etc. Donc, je suis sortie de Psychoprate en 1990 et je ne vais pas vous donner ma carrière. Et j'ai gardé ce lien très diffus au départ, juste en m'inscrivant pour recevoir la newsletter. Et c'est 2 dizaines d'années après où, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une recherche d'un chef de projet pour organiser le forum des métiers et j'ai repris contact avec l'école. Et je me suis occupée de ce forum. Et je dois dire que si c'était à refaire, je referais ces 5 ans parce que je trouve que l'école a extrêmement bien évolué et continue. Une autre recommandation que je vous donnerai aussi en tant qu'ancienne, c'est de surtout continuer à vous former. Pas maintenant, évidemment, vous en sortez, mais en fait, la psychologie évolue en permanence. Christian Hellon en parlait. Il y a un tas de nouveaux symptômes qui ressortent, des grosses problématiques, des malaises, etc. Et c'est en continuant à se former qu'on peut ensuite prendre soin des personnes, qui est en fait notre vocation. Nous avons parfois des collaborations externes au bureau de l'association. Et notamment, je ne sais pas si Odile va le publier, nous avons Victoria Laya qui a
produit un livret qui est pour vous, en fait, un livret de que faire en tant que jeune diplômé quand on se lance dans la vie active. Ce livret, s'il n'est pas là disponible en QR code, il est sur le site de EPP Alumni, et ce sont vraiment des conseils extrêmement concrets sur comment s'installer en libéral, par exemple, etc. Voilà. Donc ce sont toutes ces œuvres que nous essayons de mettre à votre disposition, toujours en lien avec l'école. Voilà, je vous souhaite une très belle carrière, très beau début d'expérience professionnelle, et j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir, si ce n'est dans un temps présent, dans un futur. Je vous remercie. Merci Irène. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais l'association EPP Alumni est une des grosses associations de psychologues en France. Donc, si vous vous impliquez, vous avez aussi moyen d'influencer ce qui se passe dans le paysage de la psychologie et de la profession de psychologue dans notre pays. Je voulais faire un petit clin d'œil au professeur Charles-Martin Krum, qui est venu ce soir pour vous féliciter, qui ne fera pas de discours. Mais dont la présence, on n'en doute pas, à travers la psychologie sociale, mais aussi sa bienveillance, vous a sans doute beaucoup marqué. Alors, j'ai à vous parler de la dématérialisation du diplôme, un sujet tout à fait fascinant sur lequel je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Dans les universités françaises, il était d'usage de ne pas faire de cérémonie de remise de diplôme, et les gens n'allaient pas chercher leur diplôme, très souvent, ce qui fait que lorsqu'ils demandaient une certification, une reconnaissance, une validation d'acquis professionnels, eh bien, c'était compliqué. Je peux vous le dire en tant que présidente du Cofradec Europsy, quand on demande la certification, il faut donner tout un tas de papiers, et dont le diplôme, une attestation de diplôme ne suffit pas. Donc je vous encourage, et nous avons essayé de favoriser justement l'accès à ce diplôme en le dématérialisant. Donc vous allez recevoir un mail qui vous explique comment vous pouvez avoir accès à votre diplôme dématérialisé, mais je vous encourage également à garder toutes les attestations, toutes les preuves de formation, de supervision, tout ce que vous ferez, car vous ne savez pas demain qui vous deviendrez au niveau professionnel. Voilà. Je vous remercie. On appelle maintenant nos majors de promo. Qui doivent avoir un petit peu peur quand même, mais que vous soutenez de tout votre amour et de vos applaudissements. Pour la 5e année enfance, j'appelle Lorraine Petit. Bonsoir à tous, Messieurs le recteur, le président du conseil d'administration, Monsieur le directeur, Madame la directrice des enseignements, Madame la présidente de EPP Alumni. Bonsoir à vous, mes chers condisciples, et à tous nos proches venus célébrer avec nous notre réussite. Merci d'être là. Si nous avons décidé de participer à cette cérémonie de remise de diplôme, c'est bien parce que nous trouvons du sens à marquer cette étape dans la vie d'une promotion d'étudiants désormais devenue professionnelle. Peut-être souhaitons-nous rendre hommage aux efforts fournis par chacun d'entre nous, qu'ils soient intellectuels, émotionnels, éthiques ou financiers. Peut-être tenons-nous à exprimer notre gratitude à ceux qui nous ont accompagnés et soutenus au cours de ce processus de formation. Ou peut-être encore ressentons-nous le besoin de participer à une cérémonie normée et normative venant clore symboliquement un chapitre et en ouvrir un autre. Dernier legs moderne des rites de passage du passé si structurants pour la psyché humaine. À ce titre, cette cérémonie vient entériner un processus de formation qui s'apparente parfois à une véritable transformation de l'être. Je nous ai observés, et de la chrysalide de ces études, nous sommes ressortis bien différents d'il y a 5 ans. Et c'est bien parce que ces changements ont été graduels qu'il convient de les souligner.
un psychologue ne se décrète pas, il se sécrète. Chacun d'entre nous peut témoigner d'événements, de rencontres, de lectures ayant contribué à nous faire petit à petit devenir psychologue. Ce professionnel atypique qui se reconnaît à sa parole mesurée, sa présence et son écoute, le regard humaniste qu'il pose sur son interlocuteur, la qualité du lien qu'il tisse, son estime de la lenteur et du silence, sa défense zélée de son indépendance d'action et de pensée, sa capacité à dépasser les différends idéologiques pour rejoindre l'autre, et son respect pour le précieux matériel qui est confié entre ses mains, la psyché humaine, dans toute son intimité, son idiosyncrasie, sa souffrance. À titre personnel, cette mission de soins de l'âme, psychithérapia, m'inspire gratitude et révérence, prudence au sens thomiste et enthousiasme. Si elle m'échoue aujourd'hui, je la dois en premier lieu à l'école de la vie, qui m'a menée par bien des chemins détournés et douloureux vers cette évidence. Ensuite, c'est le soutien de mes proches et l'entraide étudiante qui m'ont permis de franchir pas à pas chaque traversée du désert au cours de ces études. Ce qui a façonné la psychologue que je suis aujourd'hui, c'est encore chaque professeur qui a bien voulu répondre à mon intempestive main levée, mais aussi ces maîtres de stage qui m'ont inspirée par leur créativité et leur intuition thérapeutique, ces patients qui m'ont questionné et éprouvé, ces superviseurs qui ont fait fructifier ces questionnements, ou encore ces camarades qui se sont prêtés au travail du dialogue socratique avec moi, contribuant avec chaque échange à la maïeutique de mon ethos professionnel. Ce travail en conscience de l'être a également été nourri par l'excellence et la subtilité du cours de yoga proposé par Isabelle Melin à l'EPP. Ce qui m'a fait grandir comme psychologue, c'est bien sûr aussi tous les auteurs qui ont attisé ma curiosité. Et comme certains se lassent sans doute de m'entendre le répéter, c'est tout particulièrement l'œuvre de Carl Jung, qui n'a cessé de nourrir ma pensée. C'est aussi enfin une directrice de mémoire, Anne-Claire Rousselot, qui a su faire confiance à mes méthodes de travail très atypiques, soutenir ma créativité intellectuelle et respecter la temporalité de mon travail de recherche sans me brusquer. Merci. Permettez-moi, pour conclure, de m'aventurer à proposer un diagnostic. La psyché postmoderne occidentale est en souffrance. Elle souffre de perte de repères identitaires et moraux. Elle souffre de stress, d'anxiété, de dépression. Elle souffre d'isolement toujours plus marqué à mesure que la technologie brise les barrières de l'intime. Elle souffre d'addiction aux substances qu'elle ingère en palliatif à un profond mal de vivre et d'addiction aux conduites qui cherchent à combler le vide. Enfin, elle souffre de perte de sens. Un travail monumental attend notre société tout entière pour combattre, pacifier et dépasser les causes de chacun de ces maux. Et nous avons, nous, les psychologues d'aujourd'hui et de demain, notre part à jouer pour guider cette psyché souffrante vers la rémission. À mes camarades de la spécialité enfants et adolescents, je dirais tout particulièrement, prenez soin des enfants. Le futur leur appartient. Aidez-les à retrouver la force de s'en saisir afin de bâtir le monde de demain avec courage, confiance et espoir. Je vous remercie. Merci à notre belle Lorraine pour sa profondeur. Elle n'en avait pas l'air, mais elle a été un peu terrorisée. J'appelle donc Fanny Hazan, qui est deuxième de promotion, puisque Clémence Petit n'est pas là aujourd'hui pour la promotion justice, mais deuxième, c'est également extrêmement bien. Fanny. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. De fait, je voudrais commencer par une pensée pour Clémence Petit, qui ne pouvait pas être là ce soir. Et vous avouez qu'il a été très difficile pour moi d'écrire ces mots. D'une part parce que vous êtes si nombreux. Et je remercie fortement l'association d'Éloquence dans laquelle j'ai passé quelque temps. Pour autant, ça reste toujours très sportif. Et d'autre part, parce que même si je ne suis diplômée que depuis juin dernier,
Eh bien, ça semble très loin. Ça semble très loin parce que, très humblement, tant de choses sont déjà arrivées depuis, mais surtout parce que s'installer dans une vie professionnelle psy prend beaucoup de place, comme vous le savez. Donc, en partant de là, j'aimerais remercier la formation que j'ai reçue et qui me permet aujourd'hui de penser ma clinique. Et je me rends d'ailleurs compte que son intégrativité me rend assez tout-terrain, professionnellement parlant, ce qui est assez utile. Je voudrais aussi remercier les maîtres de stage avec lesquels j'ai pu vivre mes premiers pas de psy. C'est à leur côté que j'ai pu me confronter, avant mon diplôme, à toutes ces situations délicates que l'on rencontre souvent en institution ou avec certains patients, certains moments de crise et la lourdeur parfois intense de la souffrance humaine. Je leur suis infiniment reconnaissante d'avoir pris le temps de penser tout ça avec moi et de m'accueillir dans l'intimité de leur clinique avec leurs patients. Je voudrais également remercier les patients que j'ai reçus dans le cadre de ces différents stages et ceux que je reçois aujourd'hui, grâce auxquels cette profession est devenue une évidence pour moi. C'est avec eux qu'en essayant, en me trompant parfois, j'ai pu construire et incarner une posture professionnelle qui me ressemblait. C'est par leurs histoires, leurs problématiques, leurs rires et certains mouvements défensifs qui sont parfois venus me chercher dans mes retranchements et qui m'ont de fait permis d'aller toujours plus loin dans ma clinique. Et au-delà de cette formation, je voudrais remercier cette promotion où l'ambiance était bienveillante et où j'ai eu la chance de rencontrer tant de belles personnes. Au-delà d'être mes collègues aujourd'hui, vous m'avez tant apporté pendant ces 5 années si intenses, que ce soit au travers de verres ou de discussions plus profondes, même si l'un n'empêche pas l'autre, comme j'ai pu l'observer. Et pour ça, merci. Je voudrais aussi évoquer mon admiration du chemin parcouru pendant ces 5 années, que ce soit le mien ou ceux de certains et certaines d'entre vous dont je suis proche. Entre la formation théorique, la confrontation à la clinique et le travail thérapeutique dans lequel je et nous sommes lancés, pour certains, tant de choses ont bougé en nous. Et je suis très fière et heureuse d'avoir pu me questionner et mettre au travail tant de choses à seulement 26 ans. D'une part, parce que avoir pu vivre et éprouver le changement me donne aujourd'hui beaucoup d'espoir dans la clinique. Et c'est également grâce à ça que je me sens légitime aujourd'hui d'accompagner des patients sur le chemin du changement. Un grand projet. Enfin, je voulais dire que j'ai beaucoup de chance d'avoir aujourd'hui des amis et collègues à qui je pourrais réorienter des patients les yeux fermés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je voudrais terminer ce discours en remerciant ma famille, mes parents et mon frère qui sont ici aujourd'hui. Je ne serais sûrement pas là aujourd'hui sans vous. Merci. Elle semblait un peu timide, notre belle Fanny, mais quand elle parle de la clinique, tout ça s'envole très vite. J'appelle maintenant Aurel Fedati pour la promotion vulnérabilité. Bonsoir à tous. Il y a 4 ans, j'étais une toute autre personne. J'avais d'autres rêves. D'ailleurs, non, je ne rêvais plus. Je m'en empêchais. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, je me vois dire à mes patients que la vie aura assez de leur adresser des obstacles et des imprévus pour qu'eux-mêmes se restreignent et se limitent quand il s'agit de se projeter et de dessiner leurs rêves. Cette citation de Neville Goddard résume fidèlement cet état d'esprit, cette mue que j'ai opérée en grande partie grâce à Psychoprate. Car pour en arriver là, pour en arriver à ce growth mindset que Charles Martin Coombe nous a si bien transmis, il a fallu que je poste la lettre d'inscription au concours d'entrée à Psychoprate, littéralement au dernier jour de la clôture.
Il a fallu que je sois prise en 3e année en validation des acquis professionnels après un parcours d'éducatrice spécialisée, là où les universités parisiennes m'invitaient à tout reprendre au départ. Il a fallu que les professeurs m'ouvrent l'esprit, et Dieu sait si j'en avais besoin. Il a fallu que l'administration m'attribue la bourse interne, sans quoi pour moi rien n'aurait été possible. Et il a fallu que je prenne le pari de cesser d'avoir peur et de commencer à m'autoriser à remettre en question mes choix, mes croyances sur moi-même et sur ma vie. À la fin du master, il m'a fallu prendre à bras-le-corps le rêve qui m'a mue pendant ces 4 années, ouvrir mon cabinet en libéral à plein temps. Quelques semaines passées à reconnecter à ce rêve et à ne pas le trahir, à ne pas me trahir, mais montrer à mon subconscient que tout ce qu'on édifie commence toujours par une permission que l'on se donne à soi-même. Aujourd'hui, c'est chose faite et je suis si fière de m'être donné la permission, il y a 4 ans, d'être ici devant vous ce soir. Merci. Merci Aurèle de nous rappeler le courage qu'il faut pour reprendre des études. Et tous les ans, on a quelques étudiants à l'école de psychologues praticiens qui sont des gens qui ont 30 ans, 40 ans, voire plus, et qui reviennent faire des études. Et ce n'est pas rien. Et j'oubliais le plus important, c'est-à-dire la bouteille que je devais vous remettre. Mais je vous la remettrai lorsque nous aurons entendu Lucie Michaud pour PPO. Bonsoir à tous. Je vous invite, pour ceux qui veulent, à fermer les yeux. Prenons tous ensemble un court moment pour conscientiser ce qui se joue aujourd'hui. Le temps, c'est une ressource éphémère et inestimable qui file entre nos doigts. Le temps, on ne l'a pas toujours, donc je vous invite à le prendre tout de suite, maintenant, pour se célébrer. À vous, nous, diplômés, qui, peu importe où nous avions commencé, nous sommes tous arrivés aujourd'hui grâce à une détermination inébranlable et de longues heures de travail. Bravo. À vous, parents, grands-parents, qui avez partagé nos parcours depuis le tout début. Qui avez essuyé nos larmes et encouragé nos rêves, félicitez-vous de votre rôle sur notre chemin. À vous, conjoints et conjointes, qui avez partagé nos hauts, nos bas, qui avez été nos confidents, félicitations, vous nous avez menés à bon port. Enfin à vous, les membres de l'EPP, merci pour les opportunités de stage, d'alternance, de signature de fiches de présence, de mémoire fatigant mais stimulant. Merci à nos professeurs passionnants et passionnés. Vous pouvez rouvrir les yeux. Je m'appelle Lucie, j'ai grandi à Londres, j'ai fait ma licence de psychologie avant de rejoindre Paris pour mon master en psychologie du travail à l'EPP, en admission parallèle. Je travaille depuis quelques mois chez Siemens Energy en ressources humaines en Allemagne. Donc, mon nouveau quotidien consiste à développer de jeunes talents qui contribuent à créer une meilleure planète. Aujourd'hui, je suis honorée de prendre la parole. Voilà maintenant quelques mois déjà que nous avons quitté les bancs du 23 rue du Montparnasse, que nous avons découvert le monde du travail à l'hôpital, en entreprise, en libéral, en cabinet de conseil, en France ou à l'étranger. Je pense que nous pourrions tous témoigner de nos rencontres à l'EPP, qui ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ma part, je vais prendre quelques secondes pour remercier ma classe de RH, composée de 20 femmes et 1 homme. Je souhaite féliciter Salomé, Alexia, Emma, encore Emma, Clémence, encore Clémence, Hortense, Capucine, Marie, Annéline, Justine, Philippe, Nisrine, Sarah, Clémentine, Charlotte, Aude, Julie et enfin Maëlys, nous l'avons fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Un podcast, 2 formations en test et inventaire de personnalité, 2 jours très intenses de business game, 6 startups dédiées à l'accompagnement de carrière, 21 discours faits non sans peur devant une toute petite caméra sur un grand trépied, et bien sûr, 21 beaux mémoires entre 50 et 100 pages, annexes et bibliographies exclues. Tout cela dans notre toute petite salle 41 et dans un monde très très VUCA.
Durant ces 2 années, notre classe a été un espace bienveillant, où nous partagions notre météo du jour, nos succès et nos défis. Je pense que c'est cette bienveillance quotidienne qui nous a permis de tenir bon jusqu'au bout, mais aussi, il y a notre passion pour nos études. Je ne citerai pas de grand psychologue aujourd'hui, mais Steve Jobs, un entrepreneur passionné, qui disait « Votre travail va occuper une grande partie de votre vie. Et la seule façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que l'on fait. » Je me permets de parler au nom de mes camarades, mais je souhaite à chacun d'entre vous, ici aujourd'hui, de découvrir cette passion et cet état de flow qu'on a eu le privilège de découvrir à l'EPP. Pour provoquer justement ce flow, je vous encourage à affirmer vos convictions, vos valeurs et à donner un sens à votre travail et à votre vie. Que l'on soit psychologue en spécialisation justice, enfance, vulnérabilité au travail, nos diplômes nous ouvrent les portes d'une profession passionnante et exigeante. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Devenir psychologue, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen qui nous permet d'avoir un impact positif au sein d'une société qui n'est pas toujours juste et douce. Alors avançons avec confiance, sachant que chaque intervention contribue à tisser une toile de positivité autour de nous, car c'est là que réside toute notre passion et notre optimisme. Je vous invite désormais à profiter de la suite de cette belle soirée tous ensemble, car le bonheur le plus doux est celui qu'on partage. Excusez-moi, je dois distribuer les bouteilles, puisqu'on nous l'a rappelé tout à l'heure, à l'EPP, on a de profondes conversations, parfois autour d'un verre. Alors, je ne sais pas avec qui vous boirez ces bouteilles, c'est à votre choix, peut-être avec vos parents, avec vos amis. Lucie, merci de nous avoir rappelé la valeur du temps. Et d'ailleurs, comme je suis maître de cérémonie, il faut que je tienne le temps. Donc, petit détail technique, nous allons procéder à la remise des diplômes. Donc, lorsque votre nom sera appelé, s'il vous plaît, remontez l'escalier qui se trouve dans cette direction. Vous faites une petite photo dans la salle juste là-haut et vous redescendez à vos places ici parce qu'ensuite, nous aurons une photo collective au centre. Un beau souvenir pour vous et pour vos familles. Voilà. Donc, je remets la bouteille et on procède. Êtes-vous prêts, nos diplômés, pour ce moment solennel qui consiste à la remise de votre diplôme? À l'appel de votre nom, vous vous dirigerez donc à l'avant ici pour recevoir votre parchemin. Axel Afaki. Oblina Lar, qui n'est pas là. Sacha Amselem. Agathe Ancelin. Caroline Opex. Fanny Azan. Lorraine Barrault. Marine Bedouet. Nisrine Berada. Emma Berthomeux. Pauline Bertrand-Duquesnoy. Marine Villa. Alice Blanchard.
Rosalie Bush. Alice Boudier. Morgane Boursois. Emma Bout. Maëlle Bouvatier. Andreas Brizard. Alice Brosse. Nikita Bussereau. Marianne Kerr. Maëlle Casalis. Carole Cellier. Annette Schmiel. Charlotte Cholet. On va s'arrêter quelques petites secondes. Le maître des cérémonies va un peu vite. C'est comme quand vous faisiez la queue pour entrer dans les salles. Bon, les petits soucis du direct. Hein. Voilà. Oui. Sarah Sirovski. Hugo Kleinewerk. Inès Clovez. Valentine Cochou. Philippe Colasso. Philippe Combette de Rimont. Laura Créange-Bouillet. Capucine Damaris n'est pas là. Clémence Darde. Charlotte de la Bastille. Amicie de la Garde. Marie de Montaigne de Poncin. Inès de Ruffet. Olivia de Praz. Je ralentis. Maya Desremaux. Pauline Dijkstra.
Emma Draille. Maëlys Duché. Danaï Dubois-Gonzalez. Camille Dija. Clara Ea. Marie Esmeraldo. Emma Fabry. Aurel Fedati. Clémence Fischer. Hélène Froment de René. Alexandra Gall. Annéline Garret. Clémentine Garnier. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Benoît Géraud. Carla Garbi. Domitille Girard. Aurélia Guillemin. Clémentine Guy n'est pas là. Mathilde Guyon. Céleste Hanché. Victoire Hardy. Marie O'Haraud. Emma Ouchami. Inès Hutin. Matt Imbeau qui n'est pas là. Tanguy Jacon. Adélie Joman. Salomé Kluger. Clémence Lacorne n'est pas là. Leslie Lamarque. Héloïse Lassègue. Aude Le Corollaire. Elle n'est pas là. Solène Lecourt n'est pas là non plus. Ariane Leguet de Mayados. Clémence Lemarcy et Mathilde Lemercier ne sont pas là. Philippine Lebert. Romane Lepex. Claire Loutrel n'est pas là. Laura Lunel.
Clara Magri. Maj Mangar n'est pas là. Aude Marchal-Rutilly. Emma Martinez. Alors là, on a plusieurs absents. Léa Martins, Hortense Mayol, Théa Mayou, Louane Miara et quelqu'un qui est là, Lucille Michaud. Jade Monnier. Maëlys Mortas n'est pas là. Ludovic Mouche. Rim Mouman. Yona Lorena Negrescu. Lucas Obligi. Pauline Oriot n'est pas là. Lorraine Petit. Clémence Petit n'est pas là. Domiti Pichard. Et on a des absents, donc ça va ralentir un peu les choses. On a Clara Pons qui n'est pas là, Éléonore Pujoli qui n'est pas là, et Sophie Rabouin qui n'est pas là non plus. Juliette Reynard. Alexia Regem. Amandine Riel. Clémence Rioux. Jade Rodriguez Ardana. Clémentine Roux. Juliane Salibi. Angelina Salingarde. Philippine Seguino de Préval. Eva Serrano. Salvatore Serrano. Élodie Soquet-Leclerc. Noémie Sudol. Justine Tedeschi. Elisa Tela Sanchez. Flore Tin. Clémence Toison. Léo Turkis. Louise Valentin.
Robin Valbray. Claire Van der Poel. Mathilde Vernois, je ne suis pas sûre qu'elle soit là. Elle n'est pas là, hein. Cindy Vescovi. Adrien Vidalinck. Margot Vitti. Adeline Vogelved. Alexandra Weber. Timéa Verba.